Très ravi de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Bonsoir et ravi de vous retrouver également. Voilà, ce soir, c'est vendredi et on parle de sport et c'est Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Au menu, on parle de taekwondo avec la 7e édition du tournoi de taekwondo Bassi. C'est à Zignaré. On parlera également des élections au niveau de l'Union nationale des supporters des étalons. 2 candidats en liste, donc on en parlera dans cette émission. On parlera de 3 finales, à savoir la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, la finale de l'Euro 2021 et de la Copa América, bien sûr avec les décodeurs sur ce plateau. Yves Cabré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs de QTV. Ravi de vous retrouver également. Et c'est un plaisir partagé. Merci Yves. Bonsoir Issa Kailboudo. Bonsoir Sabine, bonsoir à tous les téléspectateurs. On est très ravis de vous retrouver également. C'est un plaisir partagé, comme l'a dit Ibé, très content d'être là. Et puis bon, on passera, j'espère, de très bons moments. Inch'Allah, voilà. Et on se retrouve juste après cette petite virgule. Voilà, je l'ai annoncé, la 7e édition du tournoi Bassi de Zignaré. Nous sommes en taekwondo. C'est tenu le samedi dernier du côté de Zignaré. C'était une compétition qui est réservée en tout cas au club de Zignaré. Mais cette année, qui s'est en tout cas élargi, voilà. Pour les clubs de Ouagadougou ainsi que les clubs de Zignaré et de Tenkodogo, de Koudougou également. Donc pour cette édition, l'ambiance était au rendez-vous. Suivez ce reportage. Pour cette 7e édition du tournoi Bassi de Zignaré, 111 jeunes issus de 9 clubs, à savoir le club Nabakoutou de Zignaré, Nabakoutou de Ouagadougou, le RCK, AS Moun, Faterte, Banganoma et ASP étaient en compétition. Réservés aux jeunes de moins de 15 ans, il y avait des benjamins, des minimes, des cadets et des juniors. Chez les minimes, à moins de 24 kg, Cheikh Nikema de Banganoma est suivi de Majid Ouattara de Nabakoutou de Zignaré. À moins de 30 kg, Rachid Ilboudo de Boyab prend la première place, suivi de Mohamed Tassambedo de l'AS Sonabel. Une compétition qui s'est tenue toute la journée en vue de permettre aux pratiquants de se frotter et de démontrer leur savoir-faire. Ça nous a permis de réunir les combattants des différents clubs de Ouagadougou, de Ouayouya et de Zignaré. Et ça permet un brassement et brassage entre les différents clubs et ça permet aussi de développer les sports, et en particulier le taekwondo au Burkina Faso. En minime chez les moins de 30 kg, Renaud Compaoré de Nabakoutou s'adjuge la première place. À moins de 41 kg, Fadel Sirima du RCK passe devant Enzo Lionel Zongo de Nabakoutou. Organisé conjointement avec la Ligue du centre de taekwondo, l'objectif est largement atteint, à en croire le président. Pour lui, cette compétition s'inscrit en droite ligne avec la vision de la Ligue. C'est à partir de cette compétition de Zignaré qu'est né le Challenge Kids, qui cette année a déjà regroupé 514 combattants de moins de 14 ans. Donc nous saluons vraiment cette initiative. Et j'ai même envie de dire que nous allons prendre l'engagement d'en faire une compétition nationale à partir de l'année prochaine. On va inviter la Ligue du Centre va les aider à inviter tous les districts et toutes les ligues du Burkina. Et on va même en faire une compétition internationale dans 5 ans, ou plus tard. Chez les cadets, à moins de 45 kg, Camille Sanogo du RCK est premier, suivi de Emmanuel Kaboré de Banganoma. À moins de 57 kg, Mohamed Zungrana de Nabakoutou bat Charbel Touré du RCK. Un niveau d'ensemble bien apprécié par le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. J'ai été vraiment très honoré et même satisfait du niveau que nous avons détecté au niveau de ces jeunes talents. Parce qu'avec ces jeunes talents, nous sommes sûrs que le Burkina va aller très loin. Les 4 meilleurs dans chaque catégorie ont été récompensés en nature et en espèces. Des attestations d'honneur ont été également décernées à des personnes qui ont œuvré pour le bien-être du taekwondo. Voilà, tournoi Bassi de Zignaré en taekwondo cette année qui s'est élargi aux autres clubs de Ouagadougou ainsi que de Koudougou, Ouayouya également pour permettre à ces jeunes-là âgés de moins de 15 ans de se frotter et de montrer leur savoir-faire Isaka. Déjà, une compétition, 7e édition, hein, et c'est pour dire qu'à la base, il y a aussi un suivi. Oui, je pense que c'est une très belle chose hein, à travers votre reportage que nous avons vu. On a vu des jeunes garçons qui sont très enthousiasmés, avec beaucoup de technicité, d'envie.
c'est une bonne chose parce que c'est déjà la base. Hein, et toute compétition, toute discipline sportive, il faut toujours préparer la relève. Donc, ils ont trouvé la solution avec le président de la fédération, les structures qui gravitent autour du taekwondo. Donc, c'est une très belle chose. Et bon, cette édition, c'est déjà quand même, et on peut dire, c'est l'édition quand même de la maturité. Hein. On est passé, par exemple, par les petites difficultés. Donc, on est en train de s'affirmer. Voilà pourquoi c'est d'ouvrir un peu aujourd'hui à d'autres clubs de Tenkodogo, de Ouaga. Ça veut dire que c'est une compétition qui est en train de s'imposer petit à petit. Et ce que je retiens, c'est que ça donne quand même une opportunité aux jeunes de s'adonner à leur sport préféré. Effectivement, à travers votre reportage, on a vu qu'il y a pas mal de jeunes, de gamins qui s'adonnent à ce sport. Et je pense qu'il faut continuer. Et de là sortira forcément des futurs taekwondoïnes. Voilà, on a l'habitude de voir ces jeunes-là, la plupart pratiquer les gestes, les poussées, on le dit en taekwondo, mais pas des combats en tant que tels, mais cette fois-ci, c'est des combats réels. Hein. Oui, ils ont franchi le Rubicon en permettant à ces jeunes-là, c'est vrai qu'ils sont dans les plastrons, comme on le dit souvent, ils sont bien protégés, ce qui est déjà bien, mais il faut forcément passer à cette étape. Hein. Cette étape, c'est important. De faire des gestes dont vous parlez, mais à un moment donné, il faut les mettre aussi dans le tempo pour qu'ils essaient déjà très tôt, très jeune, de mettre ça en pratique. Voilà, comprendre que c'est un sport de contact, mais avec ses règles et sa discipline. Donc c'est déjà bien que les enfants là s'imprègnent déjà, eux, soit dans le bain par rapport à leur évolution future. Ça va les faire du bien. Oui, le président de la Ligue du centre de taekwondo a mentionné un fait. Les années prochaines, hein, c'est une compétition qui sera en tout cas élargie du côté international. À travers cette compétition, d'ailleurs, il y a eu la naissance du Challenge Kids. C'est une compétition également organisée à Ouagadougou pour les plus petits. Et cette fois, il pense à l'international. Oui, je pense que c'est d'abord une initiative privée et qui est beaucoup soutenue donc, par les structures fédérales. On voit le président de la Ligue du Centre. On a aussi suivi l'interview du président de la fédération burkinabé, président de la fédération. Ça peut dire que déjà réussir à enchaîner donc l'organisation de ces compétitions pendant 7 années d'affilée. Et moi, je pense que c'est d'abord quelque chose qu'il faut saluer à sa juste valeur. L'année dernière, il y a eu le Covid, donc il n'a pas eu lieu. Voilà. Mais il y a quand même des excuses. Il y a pas de, on ne va pas les blâmer pour ça. C'est quand même un fait assez justificatif. Mais je voulais simplement dire que réussir quand même à organiser ces compétitions-là de façon... Pendant cette édition, il faut le faire. Il faut d'abord avoir la volonté, il faut avoir l'amour de la chose. Et lui, il le fait si bien. Et derrière l'accompagnement des différentes structures, moi, je veux dire bravo. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est de permettre donc à cette compétition-là de franchir le Rubicon, comme pour emprunter les termes de Isaac, de passer à un autre palier. Et disons, on fait un clin d'œil à l'international. Je pense qu'à la fin, c'est le taekwondo burkinabé qui va en sortir, donc grandir. Exactement, le taekwondo burkinabé d'ailleurs sera représenté aux Jeux olympiques de Tokyo par Faisal Ouagadougou, un combattant burkinabé qui vit en Allemagne actuellement. On espère bien qu'il amènera une médaille pour le Burkina Faso. Bonne chance à ce combattant. On parle à présent des élections au niveau de l'Union nationale des supporters des étalons. La semaine dernière, c'était au niveau régional. Cette fois, c'est le national, puisque voilà, il y a eu des conférences de presse. 2 candidats, en l'occurrence Ilboudo Soumaïla et Ousseini Tamboura, sont en ligne pour briguer la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons. On va d'abord suivre ce reportage de la conférence de presse de Soumaïla Ilboudo qui a eu lieu mardi dernier à Ouagadougou. L'élection régionale de président de l'Union des supporters ayant pris fin, c'est l'élection du président national qui prend place. En effet, après plusieurs années sans renouveler le bureau exécutif, l'Union nationale des supporters des étalons se prête enfin à cet exercice. Prévu se tenir le 10 juillet prochain, pour l'instant, une seule personne s'est présentée officiellement candidat à travers une conférence de presse. Il dit se porter candidat pour rassembler et réconcilier toutes les fédérations qui se sont divisées à cause des supporters. Si vous constatez certains temps, 10 ans maintenant, vous allez voir qu'actuellement, toutes les supporters sont divisés. Toutes les supporters sont divisés, même pas les supporters, même la fédération. Toutes les fédérations, il y a 37 fédérations
sont divisés à cause de l'UNG. Savoir, si ce n'est pas cette fois-ci, est-ce que vous avez déjà vu campagne de l'UNG qui revient comme ça? Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous tous, nous sommes des supporters des États. Nous, on veut regrouper les supporters ensemble pour pouvoir soutenir notre étalon. Le candidat dit être confiant pour ces élections, même si pour les élections régionales, son dauphin, El Hadj Ablassé Ouedraogo, a perdu face à Georges Convolbo. Pour le staff du candidat, les élections n'ont pas été transparentes. Ça veut dire que la fêtière même de l'élection a déjà pris un temps. Ils ont même commis certains journalistes parmi vous qui faisaient la récolte des mandats contre notre candidat. On a fait fi de tout ça pour aller à 166 contre 162. J'arrive. Pour aller à 166 contre 162. Et je vous dis que depuis hier, nous avons une requête, nous avons fait un recours au niveau de la direction régionale et nous avons fait une requête au niveau de la justice civile pour demander la reprise des élections pure et simple parce qu'il y a eu vice de forme. Pour y arriver, les membres du staff implorent les premiers responsables en charge des élections d'être impartials afin de donner la chance à tous les candidats. Et ce n'est pas normal. Et ce n'est pas normal que le président du comité olympique même prenne parti. Ce n'est pas normal. Le président du comité olympique est pour tout le monde, pour tous les sports. Personne ne peut être contre le président du comité olympique parce qu'il est le responsable de tous les sports. Il n'a pas à prendre parti. Et depuis, ce n'est pas aujourd'hui. Rappelez-vous des élections de fédération. Donc, il faut arrêter. Notons que pour l'heure, les campagnes sont ouvertes et les candidats ont jusqu'à vendredi, veille des élections, pour convaincre les votants. Le collège électoral est composé de 91 votants. À la conférence de presse de Soumaïla Ilboudo, candidat donc à la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons. On va suivre du même coup la conférence de presse du deuxième candidat, Ousseini Tamboura, qui a eu lieu jeudi dernier à Ouagadougou. Ils sont à présent deux candidats à briguer la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons. Le deuxième candidat, Ousseini Tamboura, après avoir passé un mandat en tant que vice-président, dit avoir les ressources nécessaires pour diriger ce groupe de supporters pour les 4 prochaines années. Son programme intitulé « Faisons de nos gradins une source de motivation pour nos sportifs » tourne autour de l'aspect organisationnel, de la mobilisation et de l'animation, la sensibilisation, la communication et le marketing et la mobilisation des ressources. Mon président Nyamego Ablassé a décidé de ne pas faire rebeloter. Moi, en tant que vice-président, j'ai souhaité, et le bureau complet n'a pas hésité, ils ont approuvé ma candidature. C'est ça qui m'a motivé à me présenter. Il y a un problème au niveau des supporters. Nous allons tout faire pour taire tous ces problèmes. Au niveau des stars, il y a des bagarres. Nous allons tout faire pour taire toutes ces bagarres. Bon, au niveau, parce que nous savions qu'actuellement, l'état de problème, nous allons nous baser sur la vente des cartes. Nous allons sillonner les pays limitrophes pour pouvoir nous faire un peu d'argent parce que nous savions que le pays traverse un moment difficile. Les mésententes entre camps opposés n'en manquent pas dans ces élections. Le candidat promet faire régner la cohésion et le rassemblement, comme l'indique le nom de la structure. Moi, je ne veux même pas attendre la fin de ces élections-là pour appeler l'autre groupe à venir collaborer avec. Moi, j'ai déjà dit ça. Nous, ils n'ont qu'à venir. Nous sommes prêts à les accueillir. Nous sommes le bureau sortant. Le président Ablassé n'a pas voulu rebeloter. Moi, j'ai voulu, ils m'ont accordé. Donc, c'est à eux maintenant de venir vers nous. En tout cas, nous, la porte est grandement ouverte. Au stade actuel des campagnes, au moins 10 régions étaient à la présentation du candidat et disent avoir effectué le déplacement pour lui témoigner leur soutien. Et la région du Centre-Sud, c'est 7 sur 7. Voilà, parce que simplement, il y a une stratégie à laquelle nous avons mis en place et tous les 7
sont pour M. Tougma, sans problème. Chaque élection, chacun choisit son camp. Nous, on a choisi le camp de Tougma. De toute façon, on a fait campagne ensemble. Je pense que ça va aller. En rappel, les élections ont été ramenées au 17 juillet prochain afin de permettre à quelques régions d'achever les élections régionales. Pour l'heure, 2 candidats sont donc en compétition, à savoir Soumaïla Ilboudo et Ousseini Tamboura. Voilà, pour la présidence de l'Union nationale des supporters des étalons. Alors, chers décodeurs, vous les avez écoutés du camp de Ilboudo Soumaïla. On parle de division au sein de l'UNCE. Il parle également de la non-transparence au niveau des élections régionales. Mais du côté de Ousseini Tamboura, là, on parle de réconciliation, une porte qui est vraiment ouverte pour les autres, un rassemblement. Et voilà, un plan de campagne bien établi pour pouvoir diriger cette instance. Alors, je commence par Isaka. Un mot d'abord par rapport à la division dont parle Soumaïla Ilboudo au sein de l'UNCE. Alors, ils sont les mieux placés pour nous dire qu'il y a une division au sein quand même de cette structure qui est née il y a quelques années de cela, où chacun venait pour faire du bénévolat, de l'envie, parce qu'on aimait les étalons. Aujourd'hui, on se rend compte que on est passé un peu de l'étape de bénévolat à vraiment vouloir être des professionnels en termes de mobilisation et des hommes. Maintenant, comme ils le disent, il y a des divisions, les divisions qui sont à l'intérieur. Nous, on est à côté, on regarde, ça ne date pas d'aujourd'hui. On entend un peu les bruits de bottes de cette institution depuis très longtemps. Et la preuve, il y a eu très longtemps, même quand on attendait le renouvellement des instances, ça traînait. Heureusement que c'est arrivé. Je pense que c'est l'occasion, comme ils l'ont dit, entre eux, s'ils sont vraiment sincères, de vraiment sortir autour d'une table pour vraiment essayer de fédérer les forces. Parce que les étalons, il y en a que. Il n'y a pas de tendance, il ne doit pas avoir de tendances au niveau des équipes. Donc pour moi, c'est important et primordial de se mettre ensemble et puis parler de la même voix et supporter les étalons si cela est l'objectif, le leitmotiv qui les permet aujourd'hui de se lancer un peu quelques pics. Parce que je ne sais pas que ce soit le camp A ou le camp B qui gagnera, ça sera forcément accompagner les étalons. Donc je pense que le contenu et les lettres qui sont assignées ne vont pas forcément changer. Les autres ne supporteront pas d'autres manières. Et puis d'autres. Bon, donc, pour moi, il faut qu'ils se retrouvent pour vraiment aplanir les divergences et puis voilà, permettre aux étalons, toutes disciplines confondues, parce que quand on parle des étalons, on a tendance à voir seulement que le football. Non, vous avez regardé un peu derrière eux, sur les différents affiches, vous avez vu toutes les fédérations qui sont pratiquement. Donc quand on parle de l'Union nationale des supporters des étalons, ça ne doit pas être seulement une fixation sur le football et délaisser les autres disciplines. Donc je pense qu'à leur sein, il y a eu quand même pas mal de manquements aussi par rapport au bureau passé où il y a quand même assez de critiques. Maintenant, s'ils ont tiré les leçons de tout ça, il faut qu'ils se retrouvent. Il faut qu'ils se retrouvent parce qu'ils sont eux-mêmes conscients qu'au sein d'eux, entre eux, il y a un véritable problème. Justement, parce que c'est la première fois qu'on sent qu'il y a des élections au niveau de l'Union nationale des supporters. Sinon, ça passe presque inaperçu. Ces élections, il n'y a pratiquement même pas de campagne les années précédentes, Ibé. Non, sauf qu'il y en a eu. Il y en a eu, je pense, qu'en temps, comme le président de la Ligue du Centre du football, Théophile Ouédraogo était candidat face à il y en a eu de par le passé, je pense. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est les énergies que ça dégage autour donc, de cette campagne de l'UNCE vraiment qui m'intrigue. Et voyez-vous, au niveau des supporters, c'est la structure dans laquelle il y a quand même de la place pour tout le monde. Donc je ne comprends pas pourquoi tous ces bisbilles-là, tous ces guéguerres pour pouvoir supporter les étalons. Donc il va falloir peut-être aussi fouiller et puis nous dire qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Donc moi je pense que c'est très important pour que l'opinion publique sache que
au niveau de l'INSE, voilà ce qui est fait, voilà, et puis bon, comment ça se gère, et puis bon, tout le monde est intéressé d'être au devant des choses. Si c'est pour supporter les étalons, tout le monde est d'office supporter des étalons. C'est d'ailleurs ce que Ousseini Tamboura prône, puisqu'il dit que tout Burkinabé aura sa carte de membre de l'INCE. Oui, si, il n'y a pas de souci. Mais après, vous voyez qu'au niveau du camp de Soumaïla Il Boudo, on estime qu'on est lésé là-bas parce qu'ils disent n'avoir pas bénéficié donc du soutien de Sionosbe, il parle du président de l'INC sortant. Et tout ça nous renvoie à une ambiance quand même qu'on a déjà vécue il y a à peu près une année de cela, l'élection fédérale au niveau du football. Donc où on avait un président sortant qui avait pris fait cause pour un candidat et l'autre camp aussi se sentait lésé. Il y avait la bataille judiciaire, il y avait la bataille au niveau des médias, et les accusations. Donc on est passé par toutes les émotions pour en arriver à cette situation aujourd'hui au niveau fédéral du football. Et je pense qu'une année après, quand on analyse assez froidement, ça devrait quand même servir de leçon à ces messieurs donc, qui sont en train de se boxer en dessous de la ceinture par médias interposés ou du moins même parfois même physiquement. Voilà. Donc, et toute cette cacophonie-là, véritablement, on dira que c'est une ambiance électorale, mais j'ai l'impression aussi que certains propos partent loin. Oui. Donc, c'est de mon point de vue. Maintenant, après analyse, je vois que du côté de Tamboura, ils avaient quand même la maîtrise de l'appareil électoral par rapport à tout ce qui entoure donc ces élections. Donc du coup, ils ont quand même une longueur d'avance par rapport aux autres. Je n'influence rien en termes, mais je suis en train donc de dépeindre la réalité de la situation. De toutes les façons, rien n'est acquis lorsque le vote définitif n'est pas fait. Vous voyez qu'il y a quand même des recours qui au tribunal administratif encouragent donc les conférenciers du camp de Soumaïla Il Boudo. Donc, sinon, en termes d'hommes, les deux candidats qui se présentent, Soumaïla Il Boudo, lui, il a déjà été président de l'UNCE dans les années 2007. Il avait même jeté les points en son temps. Et Tamboura, lui, il a été vice-président pendant 11 ans. Donc, c'est quand même des gens qui ont l'expérience de pouvoir gérer la structure. Maintenant, il faut travailler même de sorte qu'au sortir donc de ces élections, que les gens puissent se regarder en face, que les gens puissent s'allier, que les gens puissent continuer à communier ensemble et de mettre le maximum d'ambiance au niveau des stades pour soutenir nos équipes nationales. Oui, on a vu que dans les années précédentes, l'Union nationale des supporters des étalons s'appuie sur le ministère de tutelle, le ministère des Sports et des Loisirs pour pouvoir mener les activités, c'est-à-dire supporter les étalons, que ce soit du côté du Burkina ou à l'extérieur. Même pour voyager, c'est sur le ministère que cet institut-là, en tout cas, s'appuie. Et là, un candidat, Ousseini Tamboura, qui dit que désormais l'INCE va voler de ses propres ailes, c'est-à-dire s'appuyer sur la vente des cartes de membres pour pouvoir gérer, en tout cas, tout ce qu'il y a comme activité au sein de l'INCE. Pour lui, si tout Burkinabé s'acquitte de sa carte de membre, il n'y a pas question que l'INCE ne puisse pas voler de ses propres ailes. C'est faisable ou pas? Non, de toute façon, soyons clairs, la guéguerre qui existe entre les différents supporters est forcément liée aux différentes possibilités de voyage à travers l'Afrique, à travers le monde, pour pouvoir soutenir les étalons. Parce que je vous assure que si, en réalité, il n'y avait pas peut-être ces possibilités, et que l'activité des supporters devait seulement se limiter au niveau de Ouaga, au niveau du Burkina, moi je suis convaincu qu'on n'allait pas avoir trop de bisbilles comme ça entre les différentes personnes par médias interposés qui suivent. Parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Mais c'est simplement lié à ça. Ce sont ces avantages. Il y a des retombées. Parce que effectivement, nous, en tant qu'observateurs, par le passé, on a souvent vu comment les choses fonctionnaient. Il y avait toujours des grincements de dents, parce que je n'ai pas pu voyager, je n'ai pas pu soutenir. Mais on peut soutenir, si on est supporter réel des étalons, est-ce qu'on doit se poser la question, est-ce qu'on a forcément besoin de faire un voyage avec les étalons pour être supporté? Ça, c'est des questions de frais de mission. Ça, c'est des questions pragmatiques qu'il faut se poser. Est-ce qu'on en a besoin? Est-ce que le ministère est obligé de débloquer des ressources financières énormes pour donner à des personnes pour aller supporter
l'équipe nationale. Du coup, il y a beaucoup de problématiques qui se posent et moi je pense qu'il faut forcément une refondation de ces structures. Et s'ils le disent bien, je suis content, il faut forcément une refondation. Parce que normalement, on ne devait pas pouvoir s'appuyer sur peut-être le ministère, peut-être sur le plan administratif, je n'en disconviens pas. Mais sur le plan financier, si vous êtes là vraiment pour supporter les étalons, monsieur devrait être autonome. Il faut que vous travaillez de telle sorte que vous puissiez voyager. On voit un peu en Europe comment les personnes s'organisent, même dans l'immédiat, pour aller accompagner les équipes. Est-ce que l'État est obligé? Bon, je pense que là, il faut forcément une refondation. Il faut repenser cette Union nationale des supporters pour qu'elle prenne vraiment la place qu'elle doit avoir au sein de notre sport, pas le football. Et puis, travailler de telle sorte que cette association-là puisse se faire valoir ou se faire voir à l'occasion de toutes les compétitions. Parce qu'il fut un moment aussi où ils étaient taxés d'être supporters seulement que des étalons footballeurs. À d'autres occasions, c'est le calme plat, on ne les sent pas. Donc du coup, ça ouvre beaucoup de fenêtres et de possibilités aux gens qui disent que on est là parce qu'il y a des possibilités de voyage. Ce qui nous intéresse, c'est les étalons. Et quand il y a le cyclisme, on ne voit pas les supporters des étalons. Quand il y a des compétitions de mai, c'est le calme plat. Donc, il faut revoir tout ça pour ne pas qu'on se donne l'impression qu'on est là parce qu'il y a des choses à tirer. Voilà. Sinon, normalement, 2 camps, on ne devait même pas arriver à là. Aujourd'hui, d'autres disent, bon, on vous appelle, venez, mais est-ce que réellement, si on veut vraiment tous supporter les étalons, on veut tous le bien des étalons de Burkina, toutes disciplines confondues, est-ce qu'on est obligé d'arriver à ces tiraillements? Je me dis, il faut vraiment mettre de l'eau dans le vin très vite. Les élections sont prévues pour ce 17 juillet. À quoi faut-il s'attendre? Bon, il faut s'attendre à quoi? Je vais rapidement chuter pour que mon frère Ibé puisse prendre la main. Mais il faut faire de telle sorte que, à l'issue de cette élection, il n'y ait pas de plaies béantes qui vont rester, qui vont avoir des conséquences énormes dans le milieu, parce que c'est des hommes qui animent ce milieu-là. Imaginez-vous déjà, on voit un peu en conférence de presse, la prolifération de ces mots, bon, souvent pas très amicales. À l'issue des élections, si celui qui est élu n'a pas la sagesse et l'humilité de peut-être recadrer les choses et puis faire ce qu'on appelle le fair play, voilà, on va se retrouver dans une situation où dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, on se retrouvera encore en train de faire la bagarre. Et là, je pense que c'est pas très bien. Ok. Ibé, pour terminer sur ce sujet, à quoi faut-il s'attendre pour ces élections du 17? Non, je crois que, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà un camp qui est dans de bonnes grâces, qui est beaucoup soutenu et visiblement, et qui serait même en avance en termes de comptabilité et tout. Donc en face, il y a de la frustration. Et quand vous regardez la conférence de presse de M. Ilboudo, vous sentez quand même de la frustration, vous sentez des gens qui sont dans une position de légitime défense, ils sont en train de se défouler. J'ai vu que même des journalistes ont été indexés comme s'ils n'en avaient pas le droit, et aussi de soutenir. Voilà, non, pas dans le cadre de leur métier, mais que des journalistes qui ont été actifs sur le terrain pour pouvoir faire allier un certain nombre de choses. Est-ce qu'on peut enlever aussi ce droit aux journalistes en tant que citoyens? Je voulais savoir quels étaient ces journalistes-là pour en savoir davantage, mais on ne m'a pas répondu. Non, de toutes les façons, ça peut exister. Maintenant, il faut voir est-ce que c'est interdit à un journaliste de le faire. Je n'en sais rien, mais je trouve que toutes ces déclarations ont été faites dans la frustration. Exactement. Et du coup, il appartient à l'autre camp, effectivement. Et moi, je vois déjà qu'ils sont dans cette posture de rassemblement, de réconciliation, qui tendent déjà la main à l'autre. Et moi, je pense que de tous ces tralala-là, il faut faire en sorte qu'au soir du 17 juillet, qu'on sorte avec une structure UNCE où les candidats malheureux vont féliciter le candidat vainqueur pour véritablement que comment on appelle, la vie du sport burkinabé puisse continuer et que les étoiles brillent donc pour notre nation.
Exactement. En tout cas, c'est le fair play qu'on prône, en tout cas, dans cette situation. Les élections sont prévues, voilà, le 17 juillet prochain à Ouagadougou. Parlons à présent des finales. 3 finales en vue. Cette semaine, oui. Voilà, d'abord la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Merci César Kafando pour ce tableau. Voilà, la finale de la Coupe CAF, Raja Casablanca contre GS Kabylie. Et il y a la finale de l'Euro 2021, Italie-Angleterre. Et la finale de la Copa América, Argentine-Brésil. 3 finales, donc, à suivre de grands matchs à Isaka, n'est-ce pas? Oui. Quand on prend déjà la Coupe CAF. Effectivement, 3 grandes finales sur 3 continents, le continent africain, le continent sud-américain et puis le continent européen. C'est ce qu'on constate déjà. Finale de la Coupe CAF. La particularité cette année, c'est bien sûr la délocalisation de la finale. Oui. Au Bénin, au stade Mathieu Kérékou, qui a fait une peau, qui a fait très belle peau. Hein, on a vu les images à travers les réseaux sociaux, à travers notre ami Ablam qui nous a donné les images. Vraiment, le Bénin est à l'honneur et sur le toit de l'Afrique, quand même qu'ils ne sont pas qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Ils ont une belle vitrine aujourd'hui de pouvoir quand même présenter leur pays. Parce qu'en toile de fond, avec l'arrivée du président Talon, ils ont mis énormément de moyens à la construction des infrastructures sportives au Bénin. Quand vous voyez, vous êtes vraiment édifiés. Et je sais que la CAF n'a pas fait le choix de jouer cette compétition qui donne vraiment une visibilité à un pays au Bénin. Donc du coup, le Bénin est vraiment sous les projecteurs pour cette finale qui réunit 2 grands clubs historiques, hein, quand même du continent africain, JS Kabylie, Raja de Casablanca. C'est ce qu'il y a parfois par moment de mieux sur le continent africain. Donc une grosse finale. J'ai vu même ce matin sur les réseaux sociaux cette équipe Kabyle qui a fait des sorties au niveau des plages au Bénin. Oui, à Cotonou, bien sûr. Vous voyez que sur le plan marketing, sur le plan sportif, sur le plan diplomatique, le football peut vraiment vous donner une certaine fraîcheur. Et ça, c'est une très bonne chose pour le Bénin. Alors, la deuxième finale, c'est... On va terminer sur la première finale. Voilà, cette rencontre, c'est ce que je pouvais dire. Oui. Une belle finale en perspective qu'on attend de voir. Et j'espère que la finale va être à la hauteur des attentes des uns et des autres. D'accord, Issa, on va vous permettre de voir les statistiques entre ces 2 équipes, entre le Raja de Casablanca et le GS Kabylie. En tout cas, pour ces équipes-là, voilà, le Raja et le Kabylie se sont rencontrés 2 fois et un match nul et une victoire pour le Raja Casablanca IB. Donc une seule victoire, 2 rencontres. En 2 rencontres, c'est le Raja qui prend le dessus sur GS Kabylie. Est-ce que on peut dire que c'est une performance qui peut primer en tout cas sur cette rencontre? Non, moi je pense que la vérité du rectangle vert est tout autre chose. Et il y a cette statistique que vous sortez, sauf que derrière il y a quand même des multitudes de statistiques que vous ne sortez pas. Et ces statistiques, c'est que la JS Kabylie n'a jamais perdu en finale de coupe. Coupe CAF, c'était quand même 7 finales jouées, 7 finales remportées. La statistique, c'est que c'est la première équipe algérienne à l'avoir remportée. Les statistiques, c'est que c'est la seule équipe algérienne et continentale justement à avoir compilé les championnats, Coupe nationale et puis... comment il s'appelle, puis Coupe CAF. Donc, autant on peut dire sur une double confrontation du bien du Raja de Casablanca, on peut aussi s'appuyer sur l'histoire d'un club légendaire comme la JS Kabylie. Mais la finale de demain, c'est toute une autre réalité. Et moi, je pense que ces 2 équipes qui ont pratiquement les mêmes philosophies de jeu, et quand on regarde les différents parcours, et aujourd'hui, on en arrive quand même à ce qu'elles se retrouvent en finale. En perspective, on peut dire que ça sera une finale très enlevée. Et même si je pense que ça va être quand même imprudent de placer un pronostic donc, sur ce match très indécis. Oui, mais quand on regarde le parcours de ces 2 équipes, est-ce qu'il y a une équipe qui transcende, une équipe qui prend le dessus sur l'autre, puisque Ibé l'a dit, Casablanca qui prend un peu d'avance sur le GS Kabylie par rapport à ces statistiques que je viens de donner, mais le Kabylie qui n'est pas une petite équipe également qui ne perd pas les finales. Est-ce que c'est déjà un avantage pour cette équipe?
Bon, un avantage, ça dépend de où vous vous situez. De toute façon, ces deux formations sont des formations qui sont quand même bien connues dans le Gotha du football africain. Quand on parle de Raja de Casablanca, le JS Kabylie d'Algérie, il faut d'abord voir le fait que ces deux nations, quand ils se croisent en match, que ce soit officiel ou match amical, ça a toujours été des très chaudes empoignades. Oui. Cette fois-ci, c'est des formations issues de ces deux pays qui se retrouvent en finale, qui ne se joue pas en Algérie ni au Maroc. Bon, est-ce que cela va dépendre un peu sur l'ambiance, l'atmosphère? On nous fait savoir que hier, il y a pas mal de vols spéciaux qui se sont organisés de l'Algérie vers Cotonou. Donc, Cotonou est vraiment en ébullition, comme je le disais. C'est sûr que les supporters marocains viendront également. Maintenant, quand vous dites que vous me posez la question de savoir est-ce qu'il y a un avantage pour le JS Kabylie par rapport à ces statistiques. N'oubliez pas que le Raja de Casablanca est plus fort en Champions League puisqu'il a remporté déjà 3 ligues de champions africaines. Oui. Et en Coupe CAF, c'est une fois en 2018. En 2018, oui. Donc, vous faites bien de le dire. Ça veut dire que ces deux formations ont des palmarès pas du tout à négliger. Donc chacune des équipes a déjà au moins dans sa besace des trophées continentaux. Oui. Et on veut toujours en avoir parce que l'appétit vient toujours en mangeant, c'est tout à fait normal. Donc c'est une finale pour moi, comme le disait Ibé, elle va être indécise parce que ce sera très difficile de s'appuyer peut-être sur les matchs qui sont passés parce que quand vous-même vous donnez les confrontations, il n'y a pas eu beaucoup de confrontations. Il n'y a pas eu beaucoup de confrontations. Voilà, pour qu'on puisse vraiment... Voilà, donc c'est difficile de dire que telle équipe, pas favorite, telle équipe, non. Ça va se jouer vraiment sur le terrain. Et puis je pense que l'équipe qui sera la mieux préparée mentalement, physiquement, sur le plan fraîcheur, et sortira forcément vainqueur de cette confrontation entre frères de l'Afrique du Nord. En tout cas, match à suivre ce dimanche donc du côté du Bénin. Parlons à présent de cette finale de l'Euro 2021 entre l'Italie et l'Angleterre. On va voir les confrontations entre ces deux équipes, les statistiques. 6 matchs donc entre l'Italie et l'Angleterre. L'Angleterre qui a eu une victoire, l'Italie une victoire également et 4 matchs nuls pour ces 6 matchs-là. Ça veut dire que cette finale s'annonce très serrée, Ibé. Oui, absolument. Très serré. Et maintenant, est-ce que la réalité du terrain aujourd'hui est la même chose? C'est vrai qu'elles se retrouvent toutes en finale, mais moi j'ai quand même envie de mettre l'Italie en position de favori parce qu'elle a quand même montré de très belles choses, juste sans négliger ce que l'Angleterre a traversé pour en arriver là. Mais l'Italie, c'est quand même l'équipe la plus complète de cette Euro, à mon sens. Quand vous regardez, c'est une équipe, lorsqu'elle décide de défendre, elle le fait superbement bien. Et lorsqu'elle décide d'attaquer, elle vous met beaucoup de buts. Donc, et sur le plan équilibre, c'est une équipe pratiquement irréprochable. Et moi, j'ai envie de dire que cette équipe de l'Italie, c'est vrai qu'en début de compétition, je ne la voyais pas arriver à ce niveau. C'est vrai qu'en début, vous avez dit qu'on n'avait pas une équipe qui vous marque déjà. Donc, je ne voyais pratiquement pas l'Italie à ce niveau. Mais lorsque je l'ai regardé évoluer dans la compétition au fil des rencontres, j'ai compris que c'était quand même une équipe assez équilibrée et qui avait quand même des arguments à faire valoir. En face, l'Angleterre arrive quand même avec une nouvelle génération, une génération où la majeure partie des joueurs ont joué l'Euro des petites catégories et qui l'ont remporté et qui sont venus renforcer cette équipe existante déjà de l'Angleterre qui n'avait fait une compétition mi-raison lors de la Coupe du Monde 2018 et qui arrive quand même déjà à maintenir ses cases inviolées pour donc se retrouver dans le dernier verdict de la compétition. À mon sens, l'Angleterre va jouer ses armes, mais j'ai quand même un petit penchant pour l'Italie. Pas que je les supporte, mais quand je regarde quand même ce qu'elle propose jusque-là, j'ai envie de miser une pièce maîtresse sur elle. Oui, et quand on regarde les précédents de ces équipes-là, l'Italie a joué 4 finales de l'Euro, champion en 1968 et 2 finales, c'est-à-dire en 2000 et en 2012. Et l'Angleterre, c'est la première finale, Isaka. Oui,
je suis content que vous fassiez sortir ces notes parce que j'allais effectivement revenir là-dessus. Et quand vous dites que ces deux équipes se croisent en 6 matchs, 4 matchs nuls, voilà, c'est vrai, c'est tout à fait juste, c'est des statistiques qui parlent, mais le facteur X ici qui fait la différence, c'est ce que vous venez de dire. C'est ça. Parce que quand vous regardez effectivement, c'est le tout premier peut-être trophée majeur que l'Angleterre veut aller chercher après 1966. Rappelez-vous de cette finale jouée, remportée par l'Angleterre depuis les années 66. Voilà. À part cette coupe, l'Angleterre qui est le berceau de la création du football, le berceau du... Il se réclame. Voilà, mais le football est né en Angleterre. Alors que c'est la première finale. Voilà, le football est né en Angleterre. Voilà. Donc pour moi, quand j'ai regardé l'Angleterre en finale, je me suis dit, tiens, peut-être que c'est une injustice anti-griffe qui est en train de se réparer peut-être. Ils ont un très bon championnat. Depuis des années, la Premier League est l'une des compétitions les plus en vue. Le football est né en Angleterre, mais l'Angleterre avait un souci énorme. L'Angleterre n'arrivait pas à jouer les compétitions jusqu'à terme. L'Angleterre a eu de très grandes équipes, avec des joueurs comme le Paul Gascoigne. On peut citer beaucoup de noms. Oui. Malheureusement, cette équipe est toujours restée à quai. Est-ce que le 2021 va être l'année du bonheur de ce royaume? On est curieux de voir. Maintenant, en face, il y a quand même du béton. Il y a l'Angleterre, la Squadra Azzurra, habituée aux grandes compétitions, aux joutes internationales, qui a déjà remporté pas mal de trophées, qui a une connaissance quand même de ce genre de compétition. Maintenant, n'oublions pas également que la finale se joue où? À Wembley. Devant les Anglais. Est-ce qu'ils vont aller, cette fois-ci, vaincre le signe indien, au moins avoir peut-être une deuxième étoile qui vraiment date de très longtemps? Bon, on attend de voir. Sinon, mais moi je pense que l'Angleterre a quand même, elle va être un outsider très difficile à bouger. Parce que quand vous regardez effectivement ce qu'Iber a dit, c'est une génération qui a joué au niveau de la petite catégorie, ils se sont retrouvés. On a l'impression que Southgate a trouvé quelque chose que l'Angleterre n'avait pas souvent eu, qui fait que chaque fois l'équipe restait à quai. Aujourd'hui, ils arrivent en finale, ils jouent à domicile. Est-ce qu'ils vont laisser cette occasion leur échapper? Rien n'est moins sûr, mais en face, il y a l'Italie également qui est là. Donc, ça fait 33 matchs qu'ils n'ont pas perdu. Et l'autre facteur aussi, c'est que l'Angleterre ne perd jamais au stade Wembley. Donc, vous comprenez que... Du coup, devant ses supporters, ça va être très difficile. Oui, mais poste par poste pour poste, ou du moins quand on regarde les forces en présence. Par moment, l'attaque anglaise est parfois brouillonne. C'est vrai qu'il y a Harry Kane qui retrouve quand même ses âmes et il y a Raheem Sterling qui fait aussi une assez bonne compétition. Assez bonne compétition. Donc ça peut être quand même des leviers sur lesquels l'Angleterre pourra s'appuyer donc pour aller inquiéter cette équipe italienne qui du reste a cette défense en béton, mais lorsqu'elle est prise de vitesse, elle cède parfois, ou du moins elle présente souvent donc des petites fébrilités. Et lorsque vous avez des attaquants de race comme les Harry Kane, la moindre faille est extrêmement sanctionnée. Les deux équipes ont joué les prolongations, mais ils ont quand même eu assez de temps pour se reposer. L'Angleterre, jusqu'à présent, n'a pas encore encaissé de but, je crois bien. L'Angleterre a encaissé en demi-finale. Ils ont encaissé un but en demi-finale. Oui, pratiquement. Oui. Voilà, donc ça va être un beau match, mais l'Italie n'est pas aussi sereine que ça, parce qu'on l'a vu en demi-finale, elle a été par moments bousculée quand même, elle a été bousculée à un moment donné, elle a eu très peur, et on les a vus festoyer quand ils ont pu éliminer l'équipe espagnole au tir au but. Alors que l'Angleterre a été menée et l'Angleterre a été menée, revenue au score. Les prolongations prennent le dessus. S'imposer quand même sur un but qui reste à polémique ou sur un coup de pied, le penalty justement, donc qui est contesté, qui est toujours remis en cause par plusieurs observateurs. On peut toujours en discuter. On peut toujours en discuter, mais je dis par exemple l'Italie, quand vous regardez comment elle a joué face à l'Espagne, elle a voulu se mettre dans le registre de l'Espagne
Et quand elle s'est rendue compte tout de suite et maintenant que ça va être très difficile, elle s'est recroquillée. Elle a commencé à faire son jeu assez fondamentaux, justement. Donc, elle commence à jouer pour faire profil bas. Et lorsque l'Espagne, dans la domination, oublie parfois qu'il y a quand même des endroits qu'il faut fermer, donc l'Italie profite et crée parfois donc, le danger. Donc c'est pour dire que lorsqu'elle ne se sent pas capable de dominer l'adversaire, elle fait le dos rond. Et c'est dans cet exercice-là aussi qu'elle excelle. Mais je pense aussi que vous parlez d'un fait qui pour moi sont des faits de jeu. Voilà. Est-ce que ce fait ne va pas être aussi pris de façon positive par les Anglais qui vont aussi vouloir s'appuyer sur ça pour montrer qu'effectivement, parce qu'on a vu Raheem Sterling même qui est sorti après, c'est très rare que des joueurs prennent la parole après les décisions des arbitres. Il est sorti même, il a dit que non, effectivement, il y avait un penalty parce que lui, il a été accroché, machin. Donc, peut-être que là, déjà, on lance déjà les balles pour la finale. L'Angleterre va forcément se dire, OK, on est passé, mais selon les uns et les autres, il y a une tâche noire quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant prouver à la face du monde en allant remporter peut-être ce trophée face à l'Italie pour montrer que nous avons le coffre nécessaire en 2021 de faire oublier toutes ces années de galère et de désespoir de cette équipe anglaise. En tout cas, je vous invite dimanche pour suivre cette finale du côté de Wembley. Terminons ces finales avec la finale de la Copa América qui se jouera entre l'Argentine et le Brésil. 16 matchs entre ces deux équipes. Merci Césaire encore. Voilà, Argentine a eu 5 victoires et le Brésil 7 victoires et 4 matchs nuls. N'oubliez pas qu'entre cette finale aussi, il y a une bataille de leadership à quelque part. La rivalité entre Neymar et Messi. Voilà, donc 16 matchs, 5 victoires pour l'Argentine, 7 victoires pour le Brésil et 4 matchs nuls. Donc le Brésil qui part déjà favori à avoir ces statistiques-là. Non, je pense qu'il ne faut pas attribuer les statuts de favoris là comme ça, en fonction des chiffres que vous balancez. Mais je dis, mais ça c'est une autre époque. Mais là, la réalité c'est que aujourd'hui, on a une équipe brésilienne, même si elle a quand même Neymar, Casemiro et la suite. Ce n'est pas une équipe brésilienne qui présente des gros noms du football mondial comme de par le passé, au moment où effectivement elle écrasait tout le monde au passage. Donc c'est une équipe qui peut bien jouer, mais qui est capable aussi de se faire peur face à des équipes comme la Colombie, comme le Venezuela et autres. Et en face, il y a quand même l'Argentine de qui Lionel Messi. Messi qui fait une superbe Copa América avec à ses côtés des garçons comme Di Maria, comme Kun Agüero, comme Lautaro Martinez. Et j'ai envie de dire que l'Argentine a aujourd'hui, pour moi, l'équipe pratiquement la plus complète de 7 héros, et moi je pourrais quand même la mettre comme favori. Et si elle gagne, moi ça ne va pas m'étonner. De toutes les façons, je le souhaite, parce que je suis contrarié de le dire pour l'histoire que vous savez, mais je pense qu'il est quand même temps aussi que Lionel Messi enfin donc puisse remporter un trophée majeur avec cette équipe d'Argentine. Ça serait que justice rendue pour le football et pour tout ce qu'il est en train d'accomplir pour cette équipe d'Argentine. Assez de finales perdues, assez de larmes coulées. On espère donc que cette fois-ci, ça va être la bonne. Sauf qu'en face, le Brésil, ça se joue à domicile. Même s'il n'y aura pas, les spectateurs seront partagés 5 000 pour le Brésil, 5 000 pour l'Argentine. Ben, je pense que chaque équipe jouerait sa chance et moi je mettrais l'Argentine favori. D'accord. Alors, Isaka, pour vous, quelle équipe sera favorite pour cette finale? Moi, l'équipe favorite, c'est évidemment le Brésil. Le Brésil, parce que de par le passé, on l'a toujours vu. Quoi qu'on dise, que ce soit au Brésil ou que ce soit sur n'importe quel terrain, Argentine-Brésil, ça a toujours tourné à l'avantage des Brésiliens. Voilà, c'est vrai que ces dernières années, on se rappelle de cette déculottée des Brésiliens face à l'Allemagne, 7 buts à 1. Depuis ce jour, l'équipe s'est
ils ont pris conscience, ils ont essayé de retravailler. Et comme, contrairement à ce qu'Ibé dit, quand vous avez suivi un peu les matchs de la Copa, le Brésil a vraiment une très belle équipe. C'est vrai qu'il n'y a pas de noms, comme vous le dites, il n'y a plus les Socrates, les Zico, les Romario, c'est des plus. Les Ronaldinho, ce n'est pas ça. Mais c'est une équipe homogène qui joue très bien au ballon. Et moi, j'ai très peur pour cette équipe d'Argentine qui a une belle équipe, qui malheureusement ne réussit pas généralement au Brésil. Et c'est ce petit facteur-là qui me fait peur parce que quand vous avez l'habitude d'affronter une équipe et que lors de toutes ces compétitions majeures, vous sortez avec la défaite, à un moment donné, on a l'impression que c'est la règle normale. Donc il faut pouvoir briser cette glace-là. Et ça se joue également en terre brésilienne. Et c'est pas évident. On le souhaite bien que l'Argentine, pour une fois au moins, que Messi puisse marcher sur les traces de la légende Diego Maradona en offrant un trophée majeur à l'Argentine, mais lui seul, il ne pourra pas le faire. Il faut que les autres acteurs qui sont autour essaient d'apporter quelque chose, de se mettre ensemble, parce que effectivement Messi, il a déjà fait énormément dans cette Copa. Mais je pense que c'est pratiquement sa dernière chance. C'est pratiquement sa dernière chance, de remporter un trophée pour l'Argentine avant d'envisager d'autres. Il y a la Coupe du Monde. Bon, il y a la Coupe du Monde, mais n'oubliez pas que. Et la Coupe qui s'organise aussi en chaque année. Je suis d'accord, mais n'oubliez pas qu'à un moment donné, Messi, il avait quand même le moral dans les chaussettes. Il avait même voulu quitter l'équipe nationale. Vous vous rappelez? Parce que les critiques étaient acerbes. Il avait beaucoup envie de partir malgré son jeune âge. La réussite ne venait pas. Il a fait un effort énorme par les conseils des uns et des autres pour réintégrer l'Albi Céleste pour arriver en finale. Donc imaginez-vous quand une situation comme ça arrive. S'ils arrivent à gagner, ça va lui donner encore beaucoup plus d'envie d'aller chercher cette Coupe du Monde ou une autre Copa América. Mais si ça tourne au vinaigre, ne soyez pas étonnés de voir Messi terminer sa carrière hors de l'équipe nationale sans apporter quelque chose, parce que c'est la grosse reproche qu'on lui fait du côté de l'Argentine. Merci, Isaka. Justement, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux faux départs de sa part par rapport à cette équipe d'Argentine, mais il reste quand même le facteur X de cette rencontre. Vous pouvez avoir une équipe d'Argentine qui sera complètement noyée, mais lui, il va vous faire sortir quand même un match XL. Et sur peut-être 2-3 décisions, il fait la différence. C'est aussi ça, le petit plus qu'a cette équipe d'Argentine. Et vous regardez depuis le début de la Copa, il porte à lui seul pratiquement cette équipe d'Argentine vers son objectif principal. Et moi, je pense que même si le Brésil est très bon, on peut miser une pièce maîtresse. Et surtout le facteur X qui est Lionel Messi. Merci Ibé. Sans transition, on va voir ces images d'Issoufou Dayo, c'est vu sur le net, voilà, qui a marqué un but contre Tanger. C'était un championnat, mais malheureusement, Issoufou Dayo qui a été victime d'insultes racistes de la part d'un joueur de Tanger. On va voir ces images où, en tout cas, il y avait un peu de tension entre ces équipes-là, voilà, entre le RS Berkane et puis voilà. Là, c'était le but de Issoufou Dayo qui se lève avec Florent Ibenge, son entraîneur. Et là, Issoufou Dayo qui est presque en larmes, totalement en larmes, il faut dire, puisqu'il était vraiment remonté contre, en tout cas, cet acte de raciste prodigé à son encontre, très rapidement, à la fin. C'est de très mauvaises images qu'on n'a pas envie de voir. Généralement, c'est sur les stades européens que c'est beaucoup plus fréquent. On était loin d'imaginer qu'ici, dans nos contrées, il peut en avoir. Et là, lui, il a été victime et il montre sa désapprobation de façon vigoureuse. Au passage, c'est bien sa décision de quitter la pelouse, tout ce qu'il a créé derrière comme la tollée. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, que nos athlètes se mettent au-dessus de cette histoire de racisme. Moi, parce que ça ne peut pas finir. De toute façon, ça ne va jamais finir. Les gens ne sont pas éduqués de la même manière. Il faut que les gens passent au-dessus. Et si on sait que c'est des trucs qui vous touchent le moral tout de suite et maintenant, c'est aussi des stratégies des adversaires parfois pour casser votre moral. Moi, je pense que comme il y a une prééminence institutionnelle, je crois, Pape Diouf en son temps qui disait que lui pratiquement il ne croit pas à cette histoire de racisme.
Si on lui dit que lui, il est noir, lui, il n'a pas de souci avec ça. Donc, il en est fier d'ailleurs. Donc, moi, je pense qu'il faut aller à cette étape maintenant. D'accord. Issa Kalibodo, vous êtes du même avis, hein? Oui, je pense qu'il faut faire fi de tout ça et puis avancer. Maintenant, c'est une bêtise humaine que nous condamnons tous. Maintenant, il faut intégrer ça dans sa vie de tous les jours parce que ça ne va pas manquer. Voilà, donc, en tout cas, l'équipe a gagné 2-0 face à Tanger. Merci à l'équipe de réalisation autour de Césaire Kafando. Merci à Inoussa qui nous a concocté ces tableaux. Et merci à vous aussi qui nous avez suivis. On se retrouve lundi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.